Renforcer son fitness mental. À quoi ça sert? Essentiellement, prendre des meilleures décisions, garder la tête froide, même si il y a toujours plein de choses qui se passent au boulot, et surtout, voilà, avancer avec, j'allais dire, une plus grande clarté, une plus grande vision en fait des choses. L'idée, c'est vraiment, on fait tous attention à son fitness physique. euh, mais au boulot, on utilise beaucoup plus sa tête que son corps. Et donc, c'est pour ça que je me dis, je ne comprends pas pourquoi on n'utilise pas, on fait pas plus attention, j'allais dire, à son fitness mental que à son fitness physique, quoi. Exactement, pourquoi on est là? A priori, j'imagine que, bah écoute, Maïlis, on te connaît un petit peu, mais j'imagine que globalement, les gens qui sont intéressés par ce webinaire, c'est des gens qui en ont marre de courir après le temps, sans vraiment avoir l'impression d'avoir un peu la main mise aussi sur leur emploi du temps, qui potentiellement ont des petits sujets sur la prise de décision. Soit de se dire, je prends des décisions un petit peu à chaud et puis le lendemain de se dire, je sais pas, est-ce que j'ai vraiment dit le bon truc? Est-ce que j'ai vraiment pris une décision qui m'amène là où j'aurais voulu aller, j'allais dire. Ou alors qu'ils font l'inverse, en fait, qui se disent, je suis pas trop sûre, je me sens un peu dépassée et je prends pas de décision. Donc, c'est pas forcément des comportements qui nous servent. Euh, ou alors globalement, des gens qui vont plutôt bien parce que le fitness mental, c'est pas forcément. Enfin, on se dit c'est pour les gens qui dépriment ou qui sont en limite burn-out. Non, c'est aussi pour les gens au contraire qui sont vraiment, j'allais dire, 100% fonctionnels, mais qui à la marge voudraient quand même optimiser et faire mieux, quoi. Alors, moi, qui je suis, donc Raphaël Ernu, je suis donc executive coach. J'aime me parler de partenaire de croissance parce que pour moi, en fait, le job, c'est vraiment de suivre en fait mes clients à la fois dans leur développement pro, leur développement perso, et puis éventuellement dans leur business et les boîtes qu'ils ont en fait pour les aider en fait à se développer. Voilà. Tout ça sans se cramer, parce que pour moi, c'est vraiment, j'adopte le concept de performance durable, c'est-à-dire anti-burnout, vraiment. Comment durer, comment performer sur la durée. J'ai travaillé 20 ans en entreprise. J'ai travaillé entre la France et l'Angleterre, beaucoup en finance, en IMO, en aéronautique. Euh, je travaille avec des clients que je trouve sur CoachUp. Je travaille aussi avec d'autres organisations comme Coachello aussi. Et je travaille en direct avec des gens qui sont voilà, donc, qui ont plusieurs types de business, vraiment de solopreneurs, vraiment à des gens qui travaillent dans des grands groupes. Toujours dans les postes j'allais dire, de direction, en fait, aussi avec des managers d'équipe aussi. Je suis formée à la programmation linguistique, business coach en santé intégrative, ce qui en anglais donne Integrative Health Coach. Et PQ, c'est la Positive Intelligence. Ce qui me ramène au pourquoi ce webinaire aujourd'hui sur le fitness mental. Le fitness mental, c'est vraiment ça, c'est la gestion des émotions. Donc, en fait, cette formation en intelligence positive, c'est exactement ça. Et puis, après, d'expérience, moi, je suis vraiment j'ai vécu cette expérience en entreprise. Il faut te dire que le rythme, on a toujours envie d'être bon et d'être meilleur. Euh, et, et c'est vrai que parfois, on s'oublie un petit peu, ou on est un petit peu trop dans sa tête et on sent, moi, je l'ai vécu, cette idée que on ne sait plus trop si on prend les bonnes décisions, on fait les bonnes actions parce qu'on est est-ce qu'on est bien dans sa tête? Est-ce que en fait, on a nos saboteurs qui sont là, toutes nos pensées négatives, qui nous poussent éventuellement à prendre des mauvaises décisions? Voilà. Et ça, c'est important parce qu'en fait, dans le milieu professionnel, c'est hyper important d'être rationnel, ça on le sait. Et donc, en fait, quand il y a beaucoup de pensées euh, qui sont plutôt inconscientes, et ben, en fait, elles ont tendance à nous pousser à prendre des décisions sans même qu'on s'en rende compte. On n'est plus si rationnel que ça. Donc, c'est un problème. C'est aussi important
ne pas être que rationnel et d'utiliser son intuition. Le problème, en fait, c'est que si cette intuition, elle est troublée par plein de pensées négatives ou j'allais dire, qui nous jouent des tours, bah, quelque part, on peut plus trop faire confiance à son intuition non plus. Donc c'est pour ça que pour moi, le fitness mental, c'est hyper important. Je suis donc accompagnée de Mélinda aujourd'hui. Mélinda, qui est par ailleurs, en dehors du fait qu'elle m'aide aujourd'hui à gérer le chat, elle est coach en neurosciences, elle est spécialiste en technique de vente et en optimisation du profil LinkedIn. Donc, on a fait d'ailleurs la semaine dernière, comme je le disais, un webinaire sur le sujet, animé par Mélinda. Parce que j'ai beaucoup de clients qui me demandent en fait comment optimiser leur profil. Et donc, je vais leur envoyer le replay rapidement. Mais Melinda est là. Profitez-en si vous voulez la contacter directement. Dans le chat. Ouais. Pourquoi cette masterclass? Donc, je le disais, moi, le mode Wonder Woman, je fais tout en même temps. J'ai connu. Et je me suis rendu compte que, avec aussi un petit peu prise de recul, que j'étais pas aussi performante que je le pensais dans le modèle. Je fonce tête baissée et j'y vais. Et tout ce qui est important, c'est juste de le faire. Un, parce que le résultat n'était pas forcément optimum. Et deux, parce qu'en fait, moi, j'étais pas non plus hyper bien dans mes baskets. Et surtout, en fait, oui, c'est ça, c'est que moi, je le vivais pas très bien. J'avais une dose de stress qui était jusque-là. Et je pense qu'en fait, au final, ça me faisait pas forcément, euh, euh, bah, j'allais dire, et prendre les bonnes décisions. Et puis surtout, en fait, je tournais en boucle, quoi. J'étais pas bien. Euh, donc aujourd'hui, mon idée, c'est essayer de faire à tous les participants gagner du temps et profiter à la fois, j'allais dire, de mon expérience et puis aussi de ce que j'ai appris dans mes diverses formations. Voilà, pour vous expliquer vraiment comment développer, j'allais dire, cette maîtrise des émotions, le fitness mental, à travers une méthode, essentiellement une méthode qui est la méthode de l'intelligence positive. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une méthode que j'en ai essayé plein. C'est pour moi la plus évidente, la plus pratique à mettre en application assez rapidement. Parce que moi, je suis toujours dans la recherche de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche vite voilà, dans des vies professionnelles où on a besoin de solutions assez pratiques. L'objectif aujourd'hui, c'est ce que je viens de dire. Donc, vous transmettre les clés du fitness mental, des stratégies très simples et durables qu'on puisse s'appliquer pendant voilà, tout le temps. Et éventuellement aussi à vous aider à identifier où est-ce que vous perdez de l'énergie. Parce qu'en fait, on va en parler, en fait, mais tout ce qui est, en fait, tous ces pensées négatives, en fait, ça crée une charge mentale. Voilà, c'est tout ce qui se passe. En fait, en anglais, on dit le monkey mind, tout ce qui se passe dans la tête et qui tourne, et qui, au fond, fait qu'on perd beaucoup, beaucoup d'énergie, voilà, et qui rend la prise de décision et le passage à l'action parfois un peu plus difficile. Ok, donc aujourd'hui, le programme, euh, qu'est-ce que peut vous apporter donc le fitness mental? Une formule qui marche en 3 axes, des outils concrets. Je vais vous parler des résultats parce que Positive Intelligence, donc c'est quand même un programme qui a été, il y a une application aussi aux États-Unis. En fait, ça a été testé par des milliers de personnes. Donc, il y a vraiment des feedbacks en fait importants. Donc, on peut vraiment mesurer les résultats. Et puis, je vais vous proposer en fait après, ben, si vous voulez aller plus loin et sur toutes les questions-réponses, si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations. Donc, le fitness mental, en gros, à quoi ça sert? Les 4 points, j'allais dire les plus importants. Euh, Force mentale, c'est vraiment se sentir tellement bien ancré dans ses décisions qu'on évite le doute. Voilà, on se sent beaucoup plus fort. Maîtrise émotionnelle, euh, c'est
quand on a des situations difficiles de stress où on est ce que j'appelle activé par des stimuli extérieurs, quelqu'un qui vous dit quelque chose qui vous voilà, qui éventuellement vous met dans une colère et là ou alors ou un stress, une vexation, quoi que ce soit, et en fait qui fait qu'en fait c'est des choses qui n'ont pas vraiment lieu d'être dans le milieu du travail, et surtout en fait qui potentiellement vont provoquer des réactions qui vont pas vous servir. Voilà, cette maîtrise émotionnelle, en fait, le fitness mental, c'est ça aussi que ça vous apporte. Une clarté mentale, c'est-à-dire que quand on enlève aussi tout ce brouhaha de pensée, de faut faire ci, faut faire ça, etc., ben, on arrive à se recentrer sur qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui est la priorité aujourd'hui et agir en conséquence. Euh, et bien sûr, tout ça, une des conséquences immédiates, c'est sa capacité de s'adapter. Et on sait qu'aujourd'hui, dans les entreprises qui sont quand même en train de restructurer en permanence, en fait, il y a des décisions qui partent d'un côté, de l'autre côté, etc. Être capable, en fait, de ne pas rester sur oui, mais tu m'as dit ça, et donc moi j'attends ça. Ben non, en fait, et à aller avec le changement, et ben voilà, ça aide beaucoup, en fait, à s'adapter rapidement. Et pourquoi on est là? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle la neuroplasticité du cerveau, et ça, c'est génial. Ça veut dire qu'on peut s'adapter. Et Melinda, chef des neurosciences, pourra le confirmer. On a cette capacité à s'adapter en permanence. Exactement, c'est pas Et comme avant quand on pensait que le cerveau, à partir de 21 ans, il n'y avait plus de neurones nouveaux. De mon temps, c'était ça. Non, on s'adapte tout le temps. voilà. Mais il faut quand même s'entraîner. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, je fais le parallèle avec le fitness à la salle de sport. Il faut s'entraîner. Il faut juste commencer. Et tout le but aujourd'hui, c'est de vous dire, voilà, comment on va commencer. Une petite motivation pour commencer. Les études montrent que un mental positif, quand on a plus de pensées positives qui nous passent par la tête, ça nous rend en moyenne 30% plus productifs que quelqu'un qui est juste neutre ou super stressé. Donc en fait, c'est super important. Non seulement en termes de bien-être, mais vraiment en termes de performance. Le petit QR code sur le quiz, je vous le laisse de côté parce que je vous le redonnerai tout à l'heure. On peut voilà, tester son fitness mental, et ça, c'est pas mal parce qu'en fait, si vous le faites au début et si vous le faites après avoir mis en place un certain nombre de choses, ça vous permet de voir comment vous avez évolué. Donc maintenant, tout de suite, la formule en trois axes. Premier axe, neutraliser ses pensées négatives. Parce que quand on a dans la tête que des idées de non, mais t'es sûr que tu vas y arriver, mais t'as jamais fait ça. C'est juste, voilà, c'est remets-toi à ta place toute seule. Tu sais, c'est des choses qui passent dans la tête où voilà, on a plein j'allais dire, de juges on se juge soi-même très très souvent, et tout ça, ça nous empêche de prendre des risques, de se sentir bien, voilà, ça impacte en fait nos décisions, et voilà, c'est comment neutraliser en fait tout ça. Et donc bien sûr, à l'inverse, et on sait d'ailleurs avec les neurosciences aujourd'hui qu'il faut à peu près 3 pensées positives pour neutraliser une pensée négative. Pourquoi? C'est parce que notre cerveau, il est conditionné pour faire attention aux dangers. Euh, voilà. Et donc, en fait, comment on va développer ces pensées positives? Donc, ça, c'est le deuxième ou troisième, selon l'axe dans lequel on le prend, enfin, un des 3 piliers de l'intelligence positive. Le troisième pilier, c'est l'autocontrôle, c'est-à-dire que ce que je disais un petit peu sur le calme mental, si on est toujours dans sa tête, c'est difficile d'être présent, en fait. Et donc, c'est comment, à un moment, laisser passer une émotion forte pour pouvoir se recentrer sur ce qui est important là, dans une salle de réunion, par exemple, ou voilà, prendre une décision qui ne soit pas émotionnelle. Et ça, c'est très, très important parce que on verra et c'est là où je pense que c'est toute la force, en fait, de ce programme, c'est que on parle souvent en fait de bien-être, de recentrage, etc.
Je dis toujours en exemple, la méditation, c'est super et c'est prouvé que ça marche, mais la méditation, ça marche sur le long terme. Et donc, en fait, si on est un moment pris dans une émotion forte et que, par exemple, prise de parole en public, d'un seul coup, on est complètement décontenancé, on ne va pas aller faire 20 minutes de méditation à ce moment-là et revenir. On n'a pas le temps pour ça. Donc, quels sont des outils beaucoup plus pratiques et rapides? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. OK. Alors, en parlant de pensée négative, qu'est-ce que je veux dire exactement par là? Et en fait, je trouve que c'est un bon exemple en fait, de penser à la deuxième flèche. Par exemple, la réalité, c'est que enfin, partout dans le monde professionnel ou privé, en fait, voilà, on vit avec les autres, il y a des choses qui se passent. Ce que j'appellerais la première flèche ici, c'est l'événement qui fait mal. L'événement qui fait mal, c'est bah, dans la vie, l'exemple ici dans la vie pro, j'avais une échéance, un truc hyper important pour rendre un appel d'offres. La deadline, c'était hier soir. Et ben, c'était hier soir, je n'ai pas envoyé le truc. Et ben, je peux plus répondre à l'appel d'offres. C'était potentiellement un énorme client. Qu'est-ce que je dis à mon boss? Gros coup dur. Donc ça, c'est la flèche. On a planté. D'accord? La deuxième flèche, c'est ce qui te passe par la tête. Je suis vraiment trop con. Je le savais que c'était hier. D'accord? Et là, toi, c'est toutes les pensées négatives. Je suis vraiment nulle, je suis vraiment, voilà, etc. Tu as tout qui tourne, etc. Euh, Est-ce que ça va t'aider à régler le problème? Bon, je pense qu'on connaît tous ça. Bien sûr que non, ça t'aide pas à régler le problème. Le problème, c'est que ça te parasite tellement l'esprit que commencer à réfléchir à une solution rationnelle ou voire créative, tu vois, un peu plus. Parce que si tu restes dans le rationnel, bah, rattraper une deadline passée, c'est compliqué. Tu peux peut-être trouver une solution, voilà, qui est pas la deadline. Enfin voilà, tu peux peut-être trouver d'autres solutions, mais quand tu es pris dans le stress, tu peux plus réfléchir à ça. Et c'est ça qu'on appelle la deuxième flèche. Si tu ne l'envoies pas, tu peux gérer la première flèche. Et ça s'appelle la résilience. Ok. Alors, euh, ce que fait en fait, on va parler maintenant de ce premier axe, donc j'ai appelé le premier pilier, c'est dompter ou neutraliser ces saboteurs. Euh, il n'y a pas vraiment de miracle où on se dit on va plus du tout en avoir, parce que le problème, en fait, de toutes ces pensées, et là, on a quand même des siècles de grands méditateurs, de moines tibétains et tout, qui pourront vous dire qu'en fait, la seule façon, c'est de regarder ces pensées passées et de pas s'y attacher, ou en fait, moi, j'aime bien l'idée de se dire qu'on les entend, mais on décide de ne pas les écouter. Mais toutes les personnes qui essaient de juste les mettre sous le tapis, ça ressort toujours par la porte à côté, ça c'est sûr. Donc l'idée, c'est vraiment la prise de conscience, parce que tout ce qui se passe de façon inconsciente, on n'a pas de maîtrise en fait sur l'impact que ça va avoir sur notre comportement et sur notre prise de décision. Alors qu'en fait, quand on arrive à l'amener à l'état conscient, c'est là où on peut enfin faire quelque chose. Alors, ce que fait là-dessus le programme, en fait, ce qu'il offre, une sorte de nomenclature, j'allais dire, de la pensée humaine, en fait. C'est-à-dire que là où ça a été, en fait, très intelligent, et là, donc, je veux dire, pour vraiment connaître ses saboteurs, mais je vous le redonnerai, en fait, les détails après. L'idée, c'est vraiment de comprendre en fait, ce que le programme fait, c'est qu'il a identifié, j'allais dire, 9 grands types de façons de se saboter. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais je pense que si on a fait le tour des 9, on a quand même couvert une grande partie des différentes façons dont on se prend tous la tête sur plein de sujets. Et comme en fait, des fois, par définition de tout ce qui est inconscient, c'est assez difficile à palper
donc à concevoir. En fait, l'avantage du quiz, en fait, c'est d'aider à mettre à grossir, en fait, mettre une loupe, en fait, sur des... Moi, j'aime bien parler de petits biais émotionnels qu'on a tous, et pour comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est, comment ça nous fait agir, etc. Et à partir de ça, donc, on rentre dans ce que j'appelais prise de conscience, et deux, autoréflexion. Donc, en fait, on peut commencer donc soit seul, donc après, là, le coaching, c'est bien pour ça aussi, mais on peut aussi, si on décide de travailler seul, écrire, en fait, beaucoup voilà, qu'est-ce que ça me fait faire, comment j'agis, d'où ça vient, et essayer, en fait, de commencer à neutraliser, en fait, ces biais émotionnels. Alors, je vais en prendre un. Je vous laisse s'il y en a, j'en prends un au hasard, sauf si vous me dites en fait qu'il y en a un qui vous intéresse plus que d'autres. Je vais commencer par l'hyper-performant. En fait, une fois que vous faites le quiz, pour vous aider à travailler seul, vous verrez qu'en fait, ça vous amène en fait à une page où il y a un vrai, genre le profil type, voilà, de l'hyper-performant en l'occurrence, avec ses caractéristiques, typiquement sa façon de penser, sa façon de ressentir les choses, comment en fait potentiellement se lier lui et les autres et les situations, etc. Donc, je vous montrais juste en fait cette page-là pour avoir en fait une vision un petit peu plus, voilà, vous rendre compte qu'il y a pas mal de choses derrière. Alors, vous allez me dire peut-être, j'ai choisi l'hyper performant parce qu'on a tous tendance à se dire, ben, c'est plutôt pas mal d'être performant. En quoi c'est négatif? Alors, je dis ça parce que c'est la première chose qu'on dit. Ben, et c'est vrai, la plupart du temps, c'est une grande qualité. Voilà. L'hyper performant, il fait ses trucs, il y va et il est hyper efficace. Ok. Euh, et c'est un peu ça, en fait, le biais émotionnel. On a toujours un peu le défaut de ses qualités, c'est qu'en fait, oui, c'est super. Mais quand on commence à dérailler et à le faire un peu trop, simplement, ça nous dessert. Alors, qu'est-ce que je veux dire, par exemple, par l'hyper performant? L'hyper performant, euh, potentiellement, il est hyper compétitif. Parce que forcément, quand on est performant, on veut être le premier. Et là, tu commences à voir qu'en fait, quand tu travailles en équipe, si tu veux toujours être le premier et toujours meilleur que tes collègues, potentiellement, tu crées cette rivalité permanente qui commence à compliquer la collaboration en équipe. D'accord? Encore une fois, c'est très très bien d'être performant. La problématique, c'est quand tu joues solo et que tu n'arrives plus à travailler en intelligence collective avec tes collègues. Ça peut être un biais, tu vois. Un autre exemple de l'hyper-performant, c'est le rapport humain. Parce qu'effectivement, quand tu es vraiment dans la compétition, tes rapports humains au boulot, ils sont pas souples, c'est pas fluide, tu vois. C'est vraiment si je gagne, tu perds. Donc en fait, ça inspire pas beaucoup de confiance des collaborateurs et voilà, ça complique les choses. Un autre biais de l'hyper-performant, c'est cette sensibilité à ce que quand on veut gagner, on a l'air nul quand on perd. Donc, potentiellement, un challenge qui te sort de ta zone de confort, mais un petit peu trop. Si tu es sûr à 80%, j'allais dire que tu vas gagner, tu y vas. Si tu es hyper performant et que tu dis, bon, c'est 50-50, bon, j'ai quand même 50% de chance de me planter. Euh, Potentiellement, je perds la face, mon manager va me trouver nul, etc. Je J'y vais pas. C'est frustration personnelle potentiellement, mais c'est potentiellement du business de perdu aussi, tu vois. Voilà, donc je prends juste cet exemple-là. Peut-être, Melinda, tu peux me dire s'il y en a d'autres, s'il y a des commentaires. Sinon, je vais m'arrêter là sur le. Mais je voulais juste montrer que dans tous les saboteurs qui sont mentionnés ici, donc il y en a 9. Il y a forcément une grande qualité derrière, mais le biais, c'est quand tu l'utilises, euh, j'allais dire,
trop dans des situations où ça commence à te porter à détriment. Alors, il y en a pas spécifié dans le chat, mais moi j'ai une question qui est, est-ce qu'il y Ouais. a, tu vois, est-ce qu'on est tous sensibles à un minimum de... Enfin, tu vois, est-ce qu'on a toujours, on a un saboteur ou des fois il y en a plein, ou est-ce qu'il y a un maximum, un minimum Alors, j'allais dire, le petit quiz, en fait, c'est le plus dur à passer parce qu'en fait, quand tu sors de là, tu te dis, la plupart des gens, en fait, je vois très, très rarement quelqu'un qui est à zéro sur un saboteur. Donc, en fait, on a tous un petit peu de tout, tu vois. Euh, Par exemple, je sais pas, moi, je suis pas. Tu vois, le charmeur, c'est quelqu'un qui, euh, qui aime bien toujours faire plaisir aux autres, tu vois. Et donc, on a tous un petit peu ce côté-là, tu vois. Donc c'est rare d'être à zéro, par exemple, sur le fait que tu as envie de faire plaisir aux autres. Par contre, en fait, la problématique, c'est que plus tu es élevé, et plus tu te rends compte que potentiellement, tu fais plaisir aux autres à ton détriment. C'est-à-dire, voilà, tu vas rendre service à des collègues, toi, tu as fini les choses qui étaient importantes pour toi, tu vas les finir tard, ou alors tu fais un service quelque part inconsciemment, tu te dis, bon, bah, il va me rendre l'appareil le lendemain, sauf que lui, il s'est pas rendu compte que c'est un service, et puis surtout, il ne se l'a pas demandé. Quand on ne te demande pas les choses, tu ne rends pas forcément l'appareil. Mais toi, le charmeur, il va continuer à se dire, il va potentiellement accumuler de la rancune en disant, mais attends, j'arrête pas de l'aider, j'ai rien de retour. Tu vois, c'est ce genre de choses-là. Maintenant, en fait, donc du coup, généralement, quand tu fais le quiz, j'allais dire, ce qui est intéressant, c'est d'aller repérer plutôt ce- là où tu as le résultat le plus haut, d'aller voir le profil. J'allais dire le profil psychologique de la page que j'ai montré auparavant. Bien sûr que tout va pas te correspondre, tu vois, mais en gros, tu vas quand même avoir un feeling, ah ouais, ça me parle. Et surtout, ce qui est important, c'est de se dire, est-ce que ça me parle positivement ou négativement? Parce que, encore une fois, j'ai dit, derrière, il y a souvent des qualités. La question, en fait, que tu veux travailler, en fait, dans ton mental, c'est tous les cas où ça te sabote. Voilà, tous les cas où potentiellement, tu te rends compte que ça t'a pas servi comme comportement. Alors, qu'est-ce qui ne te sert pas comme comportement? D'ailleurs, je voulais parler de ça, les conséquences potentielles. Je vais revenir là-dessus. Les conséquences potentielles, c'est un sur toi. Donc, c'est ce que je disais, le charmeur, en fait, euh, potentiellement, il a les boules qu'il n'arrête pas d'aider les autres et qu'en fait, il n'y a rien en retour. Donc, en fait, commence à générer une frustration, une amertume, et donc en fait, tu te sens pas bien, tu vois. Donc en fait, ça a un impact directement sur ton bien-être, ça a un impact sur les autres et sur ta relation aux autres, parce que potentiellement, ça t'amène des conflits. Euh, Là, je parle du charmeur, mais je pourrais parler par exemple du régisseur. Le régisseur, c'est celui qui aime bien tout contrôler. Ou le perfectionniste, voilà. Le perfectionniste, celui qui aime bien tout faire parfait, sans arrêt. Et ben, tu, quand tu n'y arrives pas, tu peux te dire, ben, je suis nul, tu vois. Mais tu peux aussi dire, mais attends, mon collègue, il m'a rendu un truc, c'est ni fait ni à faire, tu vois. Et parce que toi, tu as des standards qui sont tellement élevés par rapport aux autres qu'en fait, tu es toujours en conflit par rapport aux autres. Ou potentiellement, ça peut en avoir un impact sur les situations. Euh, Tu rates des deadlines, tu n'as pas fait un truc parce que tu pensais que tu l'as pas fait à tes standards qui font que du coup tu préférais ne pas le rendre que de le rendre pas bien fait. Voilà, ce genre de choses. Un autre truc que je voulais partager en fait sur les saboteurs, parce que ça me semblait important, parce que ça revient beaucoup. En fait, on sort un petit peu du cadre de l'intelligence positive. Mais je trouve que c'est assez intéressant. Les quatre limites, j'allais dire, à dépasser, qui est une autre vision, en fait, de la façon dont on a tendance à limiter sa performance et se pourrir son mental. Et ça vient de Gay Hendricks, qui est un psychologue, donc on rentre plus sur le côté un peu psychologique, mais assez connu, qui a écrit un livre, enfin, un vrai best-seller qui s'appelle The Big Leap, le grand saut. Et en fait, il définit, en fait, dans son livre, les quatre grandes façons dont les gens se sabotent. Donc, c'est une autre vision, j'allais dire, une autre nomenclature, j'allais dire, de la psyché humaine, mais qui est assez intéressante. La première,
c'est de se sentir fondamentalement imparfait. C'est de se dire au fond, et c'est difficile à percevoir, mais c'est de dire au fond, je sais qu'il y a un truc qui cloche avec moi et que je ne serai jamais bien. Et alors, par exemple, on a grandi avec des parents divorcés, avec sa maman, qui à chaque fois qu'on faisait une connerie disait: «Oh, t'es bien comme ton père, toi». Des petits trucs comme ça, on sait qu'il y a 50% des gènes, voilà, on nous a rabâché que ça allait pas, quoi. Et quelque part, on sait on n'est pas bien. Le deuxième, c'est la déloyauté ou l'abandon. C'est ce truc de se dire, ben, moi, si je vais trop loin, je vais un petit peu lâcher les autres, ma famille, ma tribu, et je vais perdre ma tribu, quoi. Euh, c'est, euh, Ça peut être, voilà, ça peut être, j'ai été élevée dans une famille de médecins, moi j'ai décidé d'être avocat. Ben, au fond, il y a peut-être toujours un truc qui va me dire à chaque fois que je vais avoir un truc qui marche pas, je dis bah ouais, mais en fait, de toute façon, c'était pas le métier que je devais faire. Je devais être, voilà, si j'avais suivi, si j'avais fait comme on m'avait dit de faire, en fait, voilà, maintenant je suis un peu punie de pas avoir suivi, d'avoir abandonné la tribu. Euh, je vais un peu vite, mais c'est des choses assez profondes, hein. Le troisième point, c'est alors ça, c'est une croyance limitante hyper forte chez beaucoup de monde. C'est l'idée que le succès égale plein d'emmerdes. Et beaucoup de gens l'ont, et même moi aussi, j'ai eu pas mal avec ça. Ben, en fait, plus tu as une équipe importante à gérer, plus ça va être beaucoup d'emmerdes à gérer concrètement. Et voilà. Et en fait, c'est difficile. En fait, ce que je veux dire derrière, c'est qu'en fait, c'est difficile d'avancer contre ta croyance parce que tu as tout ton inconscient qui te rappelle, il dit, mais attends, mais tu veux pas ça pour toi, tu veux pas non plus, voilà, dans quoi tu t'embarques à faire un truc qui va te peser tellement, tu vois. Donc en fait, d'un côté, tu mets l'accélérateur parce que tu es ambitieux et tu veux y aller, et de l'autre côté, ton inconscient, il appuie sur le frein en même temps, pour dire, attends, mais c'est trop dangereux, c'est trop compliqué à gérer, on repart en arrière. Et c'est là où c'est important à gérer ce genre de choses parce que on se tire une balle dans le pied, en gros. Le quatrième, c'est le crime de briller plus. C'est quand on a quelqu'un à côté qui réussit pas aussi bien et on se dit, ben, peut-être que je vais essayer de me limiter. Ça peut être une vraie... ça, je vais prendre un exemple un peu féministe, mais ça peut être une vraie problématique dans les couples où des femmes réussissent très très bien et commencent à gagner plus que leur mari. Parce qu'on est encore dans des archétypes où, même si voilà, la société évolue, et des fois, moi j'en vois des clientes qui ont tendance un petit peu à se rabaisser parce qu'elles ne veulent pas faire de l'ombre alors ça peut être on va être équitable, ça peut être dans les deux sens, hein, mais ça peut, enfin, c'est un exemple, voilà. Je me suis dit que j'allais vous le mentionner quand même parce que c'est des sujets importants qui peuvent, tant qu'on n'a pas fait la paix avec ça ne veut pas dire que ça va pas toujours. Je reviens, hein, l'idée, c'est pas de les éliminer. L'idée, c'est d'en prendre conscience et de les neutraliser en disant, OK, je sais qu'il y a cette arrière-pensée, voilà, mais je décide de ne pas l'écouter et que ça ne rentrera pas en compte dans ma prise de décision aujourd'hui. Parce que ça n'a pas lieu d'être et en tout cas, ça ne m'arrange pas, en tout cas, ça ne me sert pas. Voilà. Voilà pourquoi je voulais monter, ça, j'en ai parlé. Et donc, on passe au pilier numéro 2 qui est maintenant le côté positif. Maintenant qu'on neutralise les pensées négatives, on va être dans le rayonnement des pensées positives. Alors, on vous a tous dit que la méditation, c'était super, c'est vrai. Maintenant, je vais vous parler de 5 outils qui sont très pratiques en fait pour faire ça. Je vais passer vite parce que bon, sinon on va passer beaucoup de temps là-dessus, mais on va vous les noter dans le chat aussi. Vous pourrez aussi comme ça vous en rappeler. Premier outil, l'empathie.
l'empathie, donc pour soi-même et pour les autres, bien sûr. Et donc, j'allais dire commencer par, aimer son enfant intérieur, mais c'est un vrai sujet notamment pour les gens qui ont un profil, quand on parlait des saboteurs, un charmeur qui est très élevé. Le charmeur, il fait toujours attention aux autres et beaucoup moins à soi. Et donc, ça peut être un outil tout simple de se garder en fait une photo de soi enfant sur son portable, par exemple. Ça peut être en fait un truc que j'utilise, qui marche pas mal en fait, qui parle à pas mal de clients. C'est de s'imaginer qu'on est soi-même l'avocat du petit enfant intérieur qu'on est. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous demande quelque chose, en fait, on est l'avocat, il dit, bah alors, qui est-ce que je privilégie aujourd'hui? Je privilégie toi ou je privilégie le petit enfant intérieur? Tu vois, en fait, quelque part, quand tu te dissocies, tu commences à faire attention à toi. Ça ne veut pas dire que tu choisis toi tout le temps, mais en tout cas, comme un, voilà, tu es ton avocat, tu es enfin représenté. Euh, Innover. Alors, ça, c'est pas mal, innover. Euh, L'idée, et ça marche, c'est intéressant, enfin, dans plein de cas, et notamment pour les gens qui sont assez élevés dans le côté régisseur, tu vois, qui veulent beaucoup contrôler les choses et qui donnent peu de place à l'opinion des autres. Et donc, on a toujours tendance, en fait, dans une réunion, enfin, toujours tendance. C'est assez naturel dans une réunion, des fois, quand on a des idées, qu'on se dit, par exemple, voilà, Paul a parlé, il a fait une proposition qui me semble complètement voilà, qui tient pas la route. Première réflexion, oui, mais. Alors, on sait bien que quand on met le mais derrière, le oui, il a perdu tout son sens. Et alors là, un petit challenge que tu peux te faire, c'est euh, en te rappelant sur le principe que bah, si tu dis, OK, tout le monde a au moins 10% raison, même si j'ai 90% raison, où est le 10% de l'autre? Et en fait, le petit challenge que tu peux te faire, c'est pendant même 10 jours et tu vois le résultat, tu te forces à répondre oui et. Voilà. Un outil très simple, tu te fais un mini challenge entre toi et toi-même, tu oublies tous les oui mais et tu mets un oui et à la place. Et le oui et va t'obliger à rajouter quelque chose après et qui valide les 10% de l'autre et qui te permet de rajouter un truc en plus. Ça a l'air bête, mais c'est hyper puissant. Naviguer sans ces directions. Il y en a plein, je relis en même temps. Tu fais un bond en avant et tu te demandes comment tu aimerais agir à ce moment-là. Euh, voilà, c'est de la projection dans le futur. Et c'est un bon moyen, en fait, quand tu as déjà commencé un petit peu à identifier tes biais émotionnels, tes saboteurs, ou quand tu sais, en fait, voilà, comment tu veux, quelle image de toi, quelles sont tes valeurs et quelle image de toi tu veux montrer dans le monde, entre guillemets. C'est-à-dire que avant de prendre une décision ou de faire quelque chose, tu te dis juste, qu'est-ce que je voudrais que les gens retiennent de moi là-dessus? Et là, même s'il y a tout ton être qui crie, c'est pas juste, il faut que je lui dise, voilà, et ben potentiellement, si toi, tu veux que ce que les gens retiennent de toi, c'est que tu es un manager conciliant, juste, et ben ça va potentiellement te paraître évident que ta réaction première, c'est pas celle qui va t'amener là. Et tu vas réviser ce que tu aurais fait. Euh, Changer, faire bouger les choses, ça c'est vraiment très intéressant quand on a vraiment, quand on connaît, on a bien commencé à faire le premier travail de réflexion sur ces grands saboteurs classiques. Euh, euh, c'est de, et ça marche très bien le matin. Quand on commence, en fait, on sait par exemple on va avoir un événement un petit peu compliqué ou un peu challenging à gérer dans la journée. Donc, soit une réunion un petit peu animée, difficile, où on va devoir
présenter une proposition qu'on veut faire valider et puis on sait que bon voilà, il va y avoir des gens qui vont nous challenger un petit peu dans la réunion ou alors éventuellement quand prise de parole, hein, c'est un gros sujet aussi, on va devoir voilà, s'exprimer en public et on veut bien que ça se passe. C'est prévisualiser la situation et visualiser potentiellement les choses qu'on aurait, enfin voilà, se dire, typiquement, je sais là où moi, je commence à me connaître, où je réagirais mal. Typiquement, voilà, je sais qu'on risque de me poser cette question-là, je ne serais pas à l'aise. Euh, Comment je voudrais réagir? Quelle est la meilleure façon? Comment je voudrais faire pour que ça se passe au mieux? Et visualiser, si tout se passe au mieux, comment ça se passe? Mais pas que ça, vraiment aussi. Et si ça se passe mal, comment je vais rattraper le coup pour que ça se passe bien? Et donc, du coup, grâce à ce travail de prévisualisation, eh ben, on est préparé. C'est-à-dire que même si sur le moment, il y a le truc qui nous prend, eh ben, on a déjà pensé à la solution qui va nous permettre en fait de faire en sorte que ça se passe bien. Donc enfin, la visualisation, c'est un truc très fort, ça marche très bien. Et une des raisons enfin, faut savoir que derrière la visualisation, faut savoir que la plupart des grands athlètes sportifs s'entraînent à peu près 30% de leur temps en visualisation. Pourquoi? Parce que euh, euh, l'entraînement sportif physique, il y a un moment, le corps ne suit plus. Et donc, il faut trouver d'autres moyens de s'entraîner qui n'épuisent pas complètement le corps, mais qui entraînent encore la tête, mais pas que. Parce que quand on s'entraîne en visualisant les choses dans la tête, toutes les études montrent qu'en fait, on fait aussi des progrès et on est meilleur physiquement. Euh, Pourquoi? Parce que le corps intègre en fait l'activité cérébrale comme une vraie activité physique. Et je vais vous donner un exemple très concret. Je suis sûre que Maïlis, tu le connais déjà. C'est imaginer que vous prenez une cuillère de miel et que vous la mettez dans la bouche. Et là, vous salivez. Et vous salivez parce que le corps, il a compris qu'il y avait une cuillère de miel dans la bouche et même si elle n'est pas vraie, il a réagi. Et c'est ça la visualisation. C'est qu'en fait, les deux sont complètement connectés, ça marche ensemble. Euh, un mot sur l'explorateur, qui est un outil en fait dans le cadre de développement des pensées positives. Euh, euh, c'est se mettre dans l'état d'esprit de ce qu'on appelle l'intelligence positive de l'anthropologue fasciné. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, c'est de poser des questions et être curieux, tout simplement. C'est-à-dire, Euh, situation conflictuelle. Et d'ailleurs, ça peut être c'est très très utile dans ce qu'on appelle la communication non violente, ou alors en période de conflit. Quand quelqu'un vous aborde avec un sujet, voilà, où vous sentez qu'il y a un désaccord derrière et potentiellement une charge émotionnelle à gérer, au lieu d'y réagir et c'est de poser des questions. Alors, même si ça peut sentir abstrait, ça peut être, alors, qu'est-ce que tu ressens maintenant et pourquoi tu ressens ça et d'où ça vient, qu'est-ce que ça te rappelle? Ça peut être aussi tout simplement, on vous propose un projet qui vous semble, première réponse, vous avez envie de dire, mais c'est complètement con, ça ne peut pas marcher. Euh, Au lieu de dire ça, ce qui ne va pas aider la discussion, c'est de dire, ah, mais d'où tu viens? Quel est ton schéma de pensée qui te fait penser que ça va marcher? Rien que ça. Euh, euh, c'est intéressant, je n'aurais jamais pensé comme ça. Qu'est-ce qui sous-tend ta décision? Voilà, c'est ça être curieux. Euh, Ça permet de désamorcer la charge émotionnelle, ça permet de gagner du temps, ou aussi qu'on se calme. Et puis, ça permet d'ouvrir la discussion parce que peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas envisagé, quoi. Plus globalement, là, je vous parle de choses en fait qu'on peut faire très rapidement. En fait, les petits points dont je vous ai parlé, en fait, c'est des petits challenges voilà, applicables
j'allais dire, quand on les démarre, on peut se mettre des petits challenges en fait sur une semaine et voir comment ça, voilà, le temps de prendre des habitudes, etc. Mais quand on commence à les maîtriser, on peut les utiliser tout le temps très très rapidement. Là, je vous parle de choses qui sont plus en fait développement de pensée positive à long terme. Ok, et qui sont, bon, il y a plein d'études, je vous les passe, mais sur le sujet qui montrent que ça marche. On parle de la gratitude, donc travailler sur soi, se dire, voilà, euh, je suis content d'avoir ci, c'est ça, etc. Donc ça, c'est la gratitude, c'est globalement un truc qui à long terme, vraiment développe un état d'esprit très positif. La pleine conscience et derrière la méditation et tout, c'est clair, hein, on voit que, notamment, on a fait plein de scans d'IRM des grands moines bouddhistes. En fait, on se rend compte que la partie préfrontale du cortex, en fait, qui relie le cerveau gauche, cerveau droit, elle est très, très développée chez ces personnes-là. En fait, et voilà, donc il y a une vraie, un vrai changement aussi. On parle du cerveau en fait avec la méditation. Tout bêtement, l'exercice physique, ça booste les hormones du bien-être. Ça, c'est, on le sait, donc on fait un petit footing, ou même pas marcher dehors, on se sent beaucoup mieux. Euh, Écrire dans un journal, même si on jette les pages derrière, le fait d'écrire, en fait, de mettre ses pensées euh, voilà, sur papier. Euh, il y a une étude là-dessus, je vais juste en parler parce que elle est très marquante. Il y avait une étude qui avait été faite en Californie sur, je crois que c'était Hewlett-Packard, qui avait fait un grand plan de licenciement et ils avaient viré, je crois, 200 personnes. Et donc, il y avait plein de boîtes de consulting et tout qui s'étaient mis sur comment recaser en fait ce monde-là. Et ils avaient pris en fait une partie des équipes, ils leur avaient demandé en fait de de suivre, enfin d'écrire dans un journal en fait comment ils vivaient leur licenciement, les étapes en fait pour retrouver du job, etc. Ces personnes-là ont retrouvé un boulot 2 fois plus vite que les autres. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, les actes de gentillesse aléatoires. C'est con, mais quand en fait, vous êtes à la machine à café, vous prenez un café, la personne avant vous lui demande 20 centimes, vous lui donnez 20 centimes. Elle a son café, elle est hyper contente. C'est pas forcément des sous, hein. Aider quelqu'un, lui tenir la porte, n'importe quoi. En fait, en fait les gens sont contents et quand on rend les gens contents, on est content. Et ça, il y a eu des recherches dessus, ça marche, c'est dingue. Et ça coûte rien. Troisième pilier, qui est assez intéressant, parce que là, on a parlé développer les pensées positives, diminuer ou neutraliser les pensées négatives. Comment être dans l'état présent? Et surtout, en fait, quand je vous ai dit, en fait, les pensées positives, il y a un moment, on prend le choix délibéré de se dire, tiens, et je vais dire oui et, par exemple, au lieu de oui mais. Mais il y a quand même un moment, pour pouvoir faire ça, il faut avoir un moment réussi à se poser et pas être dans l'élan d'une émotion. D'accord? Donc, il faut avoir réduit ce brouhaha mental, j'allais dire. Et quelle est la meilleure façon de faire ça? À part partir méditer pendant 20 minutes, ce qui n'est pas possible au boulot, et ben, c'est tout simplement pour sortir de sa tête, rester dans son corps, revenir dans son corps. Euh, alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, quand je dis comment on reste dans son corps, on a 5 sens et on les utilise. On a peut-être plus, mais on va parler de cela pour l'instant. Et je vais vous donner un exemple tout simple. Pendant qu'on se parle, je vous propose avec vos doigts, de toucher le bureau qui est devant vous. Et on est toujours en fait, voilà, moi je fais pareil. Je touche le bureau et je sens sous mes doigts la granularité de la matière. Voilà. Je sens la température, éventuellement, que ce soit du verre ou du bois ou autre chose, c'est pas du tout la même température. Et je me focalise sur l'impression que j'ai sous mes doigts. On peut le faire si on est debout, il n'y a pas de bureau, on peut mettre ses mains dans les poches. Et on fait la même chose en sentant en fait la texture du tissu.
et on se focalise. Et moi, je fais pareil et je peux très bien vous parler en même temps. Mais en même temps, moi, j'ai tout mon système nerveux parasympathique qui est fou. On peut le faire avec Louis, parce que même si je parle, vous pouvez commencer à écouter les bruits extérieurs et vous pouvez commencer à focuser votre attention sur les bruits qui sont en dehors de la pièce, le plus loin possible. Que ce soit des bruits de la rue, des bruits des gens qui passent autour de vous si vous êtes au bureau. Et progressivement, rapprochez votre attention sur les bruits qui sont dans la pièce. S'il y a une clim qui fait du bruit, peut-être, ou alors une pendule. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et là, on n'est plus énervé. Alors ça, on n'était pas dans une situation de stress là. Mais ça, potentiellement, dans une réunion de travail où la pression monte, ça vous donne juste les 2 secondes qui vont vous permettre de ne pas dire le truc que vous allez regretter le lendemain. Ou alors si vous êtes dans une... très intéressant en fait, c'est assez contre-intuitif, mais dans une situation de prise de parole en public, on arrive, la salle est pleine, naturellement, d'accord? Et là, on a envie de parler tout de suite, on bafouille un truc, on a oublié ce qu'on voulait dire. En fait, façon de se poser, tout simplement, de reprendre contact avec ses sens, ça permet de retrouver son idée et de partir. C'est aussi simple que ça. Pour info, juste, il nous reste 4 minutes. Ouais, bon, on a fini, donc c'est parfait. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est vraiment, plus on pratique, plus c'est spontané, plus c'est naturel. La préconisation, quand on commence, on n'est pas trop habitué à ça, c'est de faire, mais pas plus que 2 minutes, hein, maximum. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vient de faire, hein, là. Peut-être 4-5 fois par jour, hein, mais ça peut être aussi associer ça avec une habitude. C'est-à-dire, par exemple, à chaque fois que je bois un verre d'eau, eh ben, je me focalise sur, pour le coup, le goût ou en fait l'eau qui coule dans la gorge. Donc, c'est une façon de retomber sur ses sens. À chaque fois que je vais aux toilettes, je me lave les mains et en fait, je focalise mon attention sur le toucher de ma paume de main contre l'autre. Voilà, ça peut être des choses aussi simples que ça. Impact, hein. Donc, du coup, je vous disais que le programme de l'intelligence positive, il a été testé sur vraiment littéralement, je crois, 300-400 000 personnes, hein. Donc, il y a vraiment des feedbacks. Créativité multipliée par 3 en moyenne, productivité auto-évaluée, hein, par les participants de 30% et énormément de résilience face à, j'allais dire, tous les situations difficiles au boulot, mais la réalité, c'est que c'est aussi dans la vie privée, bien sûr, euh, de travailler sur son mental. Plus globalement, donc je parlais de productivité, plus capacité de concentration augmentée, forcément des meilleures relations, hein, quand on ne s'emballe pas, plus de créativité, plus de gratification du travail qu'on fait. On aime plus ce qu'on fait. Et bien sûr, moins de stress. Je passe là-dessus parce que je pense que vous avez tous compris les 3 points, hein. Donc, on neutralise les saboteurs, on booste ses pensées positives et puis l'autocontrôle qui est vraiment en fait se recentrer à travers ses sens sur son corps pour éviter d'être que dans sa tête. Comment commencer? Je pense que Melinda vous le donne en fait dans le chat, mais petit quiz sur le fitness mental. La seule chose que je n'ai pas dit là-dessus, c'est qu'il y a une notion assez intéressante de point de bascule, qui n'est pas à 50% parce qu'il faut plus de pensées positives que pour neutraliser les pensées négatives, mais qui est à 75 à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez considérer que si vous êtes au-dessus de 75, vos pensées positives ont tendance à vous happer vers le haut. Voilà. Et en fait, ça devient de plus en plus facile. Quand on est en dessous de 75, le négatif a tendance
à nous enfoncer, en fait, augmenter la charge mentale, augmenter le stress. D'où l'intérêt, en fait, de travailler là-dessus et de voir où on est. Parce que c'est vrai que quand on est autour de 60, par exemple, 70, ça vaut le coup de se faire un petit boost pour juste passer au-dessus, parce que d'un seul coup, on respire. Voilà. Donc, le point de bascule, il est assez intéressant. Le quiz, c'est saboteur. Bah, c'est quand on ne sait pas par où commencer. C'est un bon début pour commencer à appréhender, en fait, quels sont nos gros biais émotionnels, en fait, et travailler dessus. Euh, les reps, j'appelle ça les répétitions comme à la gym, vraiment de rentrer dans son corps comme ça, c'est, voilà, je disais à peu près 4-5 fois par jour au début pour vraiment, et plus on le fait, et plus c'est naturel. Travailler son sage, comme je vous disais, faut pas commencer par tout parce que sinon on s'y perd. Donc prenez celui qui vous parle le plus et dites-vous, voilà, mini challenge entre 10 et 15 jours et puis voyez ce que ça donne pour vous. Et puis, soit vous continuez, soit vous passez à un autre. Voilà, tout simplement. Euh, voilà, ça, c'était un petit rappel des sages. Je connais la plupart d'entre vous, mais ceux qui ne me connaissent pas, je propose des visios découvertes, en fait, pour vraiment... donc, le mieux, en fait, c'est, j'allais dire, pour rendre l'expérience plus productive, c'est d'avoir déjà fait vos petits quiz. Comme ça, on vient avec une idée en tête, très claire, de voir un petit peu quelles sont vos problématiques précises à vous et puis comment les travailler de façon efficace. Voilà. Euh, je pense qu'on est juste, non? Pratiquer maintenant. On va pratiquer. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là et ben, je vous dis à bientôt.